Donc mon propos, ça va être peut-être d'illustrer de la part d'un opérationnel comment effectivement se déclinent les différentes frontières entre le public et le privé au travers de cette opération Euroméditerranée. Alors quelques mots rapidement donc en ce qui me concerne. Donc j'ai rejoint cet établissement public il y a une quinzaine d'années. Après une carrière pour l'essentiel privée, puisque j'ai exercé en gros trois grands métiers dans ma vie. Le premier qui a été le métier qui n'a absolument rien à voir, mais qui était mon rapprochement de Marseille et des croisières maritimes, puisque j'ai été navigant, puis pendant 6 ans directeur de l'hôtellerie des croisières Paquet. Donc le siège était à Marseille, ce qui m'a amené à découvrir ce quartier de la Joliette, sur lequel j'ai eu le plaisir, c'est un peu la tâche sentimentale, de réintervenir plus de 20 ans après ce début de carrière. Alors, je suis aussi fils de médecin pédiatre, donc c'est là où peut-être on retrouve quelques attaches avec ce monde hospitalier qui a baigné mon enfance et que j'ai retrouvé par la suite, ensuite à Euroméditerranée, en ayant été quelque temps invité à participer au conseil d'administration de l'hôpital Paul Desbief, qui réfléchissait à l'époque déjà à son évolution sur le périmètre d'Euroméditerranée. J'ai quitté ce conseil d'administration lorsque l'hôpital Ambroise Paré, la fondation Ambroise Paré et l'hôpital Paul Desbief ont décidé de fusionner et de construire le nouvel hôpital Euroméditerranée Ambroise Paré Desbief, que je vous montrerai tout à l'heure, effectivement, afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Alors, après cette période donc marseillaise, je suis parti pendant 20 ans à Paris, où là j'ai travaillé dans des compagnies comme la Compagnie des Wagons-Lits, le groupe Pierre et Vacances, où j'ai développé des chaînes d'hôtels, et j'ai découvert les métiers de l'aménagement en développant des grandes stations de ski, des grandes stations touristiques au bord de la mer. Et c'est à ce titre que j'ai rejoint donc en 1995 l'établissement public comme directeur du développement, puis comme directeur général adjoint et directeur général depuis 8 ans. Alors, je ne suis pas issu des grands corps classiques de l'État. J'ai fait une grande école de commerce à Lyon. Mais donc, je suis clairement un opérationnel et à qui cette chance, comme vous l'avez dit, Monsieur Chichet, m'a été confiée de travailler sur un gros morceau de ville et en particulier sur le redéveloppement de Marseille. Alors, à ce titre, j'anime donc un établissement public de l'État, qui est un établissement public industriel et commercial, qui a été créé fin décembre 1995, avec pour mission, à partir du redéveloppement d'un territoire de 311 hectares en centre-ville de Marseille, ah ben il passe tout seul. Et voilà, c'est ce qu'on m'avait dit. Et voilà. Donc, qui est en gros un territoire qui va la rue de la République, tout l'espace du port autonome, la gare Saint-Charles, le quartier de la Belle de Mai. Donc, c'était le quartier d'origine. Donc, à partir de ce territoire, l'idée, c'était à partir d'1 euro d'investissement public, de travailler sur le levier, sur l'investissement privé, en particulier avec la construction de logements neufs, la réhabilitation de logements, 4 000 logements et 3 500 réhabilités, 10 000 nouveaux habitants, donc pour ramener un peu de richesse dans un centre-ville assez paupérisé à l'époque, surtout développer l'emploi. On a aussi une mission de développement économique avec la création de 20 000 emplois, grâce à la création de 400 000 m² de bureaux. 450 millions d'euros d'investissement public devaient faire levier sur 1,5 milliard d'investissement privé. Donc c'est l'objet de cet établissement public qui a été fixé comme feuille de route en 1995 et donc à 15 ans ensuite, nous sommes dans la feuille de route des réalisations qui nous ont été imposées. On va les balayer rapidement, après je ferai une pause peut-être sur revenir sur les différentes missions. Donc, qu'est-ce qui a été fait depuis lors? Donc ça, c'est là. Nous avons franchi aussi une nouvelle étape à partir de la fin de l'année dernière, puisque nous avons signé une extension du périmètre de l'établissement public sur 170 hectares supplémentaires, le portant à 500 hectares, afin de faire au total 18 000 logements neufs, 40 000 nouveaux habitants, 40 000 emplois, porter la taille du quartier d'affaires à 1 million de mètres carrés, c'est-à-dire le doubler, pour continuer à accompagner l'emploi,
avec au total 7,5 milliards d'investissements publics et privés. Donc, ce qui marquait un peu la réussite de cette opération et l'envie des partenaires de poursuivre. Alors, rapidement, quelques mots sur les partenaires. Donc, l'établissement public a un conseil d'administration dans lequel on trouve à parité l'État, les représentants de l'État, des différents ministères. Donc ministère de l'environnement, hein, qui est le ministère de tutelle, mais aussi la tutelle financière, donc direction du budget, donc l'ensemble de ces services. On trouve aussi les 4 collectivités, régions, départements, ville de Marseille, communauté urbaine, au sein de ce conseil d'administration, et 2 personnalités qualifiées, le président du port, puisque nous sommes à la fois frontaliers et en même temps interconnectés avec le port sur un périmètre d'une centaine d'hectares, et un banquier. Hein, donc là, on voit aussi l'apparence d'une frontière publique-privée. Alors, rapidement, au niveau des réalisations, un des enjeux importants, le développement économique, la diversification de l'économie marseillaise. Ceci s'est appuyé sur la création d'une offre de bureaux neufs pour accueillir les entreprises. 400 000 m² ont donc été réalisés. La réalisation la plus emblématique est le siège du groupe CMA-CGM, avec cette tour dessinée par un talent de l'architecture qui est Madame Zaha Hadid, prix Pritzker d'architecture, qui marque un peu ce renouveau, et plus ensuite un certain nombre de bureaux modernes, plus classiques, mais toujours avec une vision de la qualité architecturale, parce qu'on pense que la qualité architecturale est un élément extrêmement fort de l'attractivité d'une métropole et de l'attractivité également vis-à-vis des entreprises qui s'y installent. Donc ça, c'est une démarche qui sera poursuivie, je vous l'ai dit, avec un doublement de l'offre du quartier d'affaires. Et pour ça, on fait appel donc à des grandes signatures des investisseurs. Le deuxième élément, toujours pour diversifier cette économie, c'est donc faire que le centre-ville de Marseille soit un centre-ville attractif, en particulier en matière de commerce. Donc ça va être le cas avec les commerces de la rue de la République et les terrasses du port, chantier qui, vous voyez, est en pleine construction sous les fenêtres des docks. L'enjeu, c'est de dire Marseille génère, la métropole marseillaise génère à peu près donc 5 milliards de chiffre d'affaires au niveau des dépenses dans les commerces. Il n'y en a que 4 milliards qui sont réalisés dans les murs de Marseille. C'est une exception française, à savoir que toutes les grandes métropoles comme Lyon, par exemple, Lyon fait 5 milliards aussi de chiffre d'affaires, sauf qu'ils prennent 1 milliard aux Grenoblois, aux Savoyards, etc., qui viennent faire également des courses dans la métropole de Lyon. Chez nous, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on génère plus de chiffre d'affaires à l'extérieur. Donc un des enjeux, pour créer de l'emploi aussi dans Marseille, c'est d'avoir une offre attractive, en particulier aussi orientée en direction du développement de la filière touristique autour de la croisière. Marseille, en 1995, attirait 50 000 passagers de croisière. Nous en sommes à 950 000 cette année. Donc un des enjeux, c'est évidemment de développer ce marché vers 1,5 million à peu près. Barcelone en fait 2,5 millions, donc vous voyez qu'on a encore de la marge. Gênes encore plus, Venise est le leader. Et donc pour ça, il faut avoir une offre attractive, et en particulier sur le plan commercial. Les terrasses du port, donc, qui se construisent vraiment sur donc les bassins de la Joliette, face aux bâtiments des docks, comme on le voit donc ici, sont destinés effectivement à accueillir, donc c'est le bâtiment des docks, les quais de la Joliette et le site des terrasses du port sont destinés à accueillir ces nouveaux emplois. Donc voilà quelques photos du futur centre commercial qui va ouvrir début 2014. Bon, de nouvelles opérations de bureaux qui vont se développer et le visage de ce que sera le futur de ce quartier de la Joliette avec ce qu'on appelle la constitution d'un paysage urbain assez fort qu'on appelle une skyline. L'idée étant de dire Marseille a besoin de se développer sur ces espaces. Nous respectons le vélome historique de la rue de la République en termes de gabarit, mais dans cet espace où on retrouve des paysages industriels assez forts comme le silo, qu'on verra tout à l'heure, qui a été transformé en salle de spectacle,
s'il doit y avoir des tours pour concentrer les bureaux autour d'espaces de transport en commun, il faut le faire au lieu de les disperser comme Marseille l'a fait dans le passé. Il faut les recouper dans un endroit pour donner un paysage d'une grande métropole comme c'est le cas, qui est aussi un élément d'attractivité. Par exemple, lorsque nous avons reçu le patron japonais de ITER, le grand programme sur l'énergie atomique qui se fait à Cadarache, c'est sûr, quand quelqu'un arrive du Japon et qui va à Cadarache, bon, Vernon-sur-Verdon, c'est charmant, mais il s'interroge un peu sur comment je vais attirer des grandes entreprises internationales. Donc il faut la proximité d'une grande métropole avec le visage d'une métropole telle que le voient les Japonais ou les grandes, est nécessaire, et également comme élément d'attractivité pour développer notre région. Donc c'est aussi un des objectifs d'Euroméditerranée. Alors ça doit être aussi un ensemble équilibré, c'est-à-dire qu'on fabrique un morceau de ville important. Vous l'avez vu, à terme, 30 000 habitants de plus. Donc pour ça, il faut des loisirs. Donc on va le développer, en particulier des cinémas, toujours avec des grandes signatures architecturales. Ça, c'est un projet qui sera signé par Massimiliano Fuxas, donc avec un groupe de cinéma géré par Luc Besson. De nouveaux hôtels aussi pour accompagner cette filière touristique. Alors là, j'ai illustré pour l'essentiel les investissements privés. Et donc le paradoxe, c'est que Euroméditerranée a commencé en réunissant des acteurs publics qui ont réfléchi à un projet urbain qui s'est voulu attractif. Donc l'objet était d'attirer des investisseurs privés. Et l'opération a démarré avec des acteurs privés pour l'essentiel, donc tous les opérations de bureaux que vous avez vues, les logements, etc. Les équipements publics sont arrivés par la suite, juste de par un peu la confiance qui a été faite par les investisseurs autour de cette opération. Donc d'un certain nombre d'équipements qui sont très significatifs, comme bien évidemment un équipement hospitalier. Donc celui-là, par exemple, qui est l'hôpital Ambroise Paré d'SBF, qui est en construction actuellement, n'était absolument pas programmé au départ. C'est je dirais, l'opportunité offerte par cette opération d'aménagement. Et c'est là où le rôle du public est effectivement indispensable. Donc pour faire de l'aménagement, puisque les opérations d'aménagement, pour l'essentiel, sont des opérations déficitaires. Donc là, quelque part, une opération d'aménagement a un rôle de service public. Pourquoi elle a un rôle de service public ? Eh bien parce que si personne ne s'occupe d'aménagement, et en particulier de réaménager les cœurs de ville, de réaménager les friches industrielles, de reconquérir les espaces, eh bien, c'est l'étalement urbain, c'est-à-dire les villes qui continuent à consommer des espaces naturels pour s'étendre encore plus loin, pour faire face à leurs besoins de développement. Donc, un des enjeux de service public, et le Grenelle de l'environnement l'a bien marqué, c'est évidemment de reconquérir ces espaces urbains, de reconquérir ces friches, de réaménager la ville sur la ville. Et ça, comme ce sont des opérations que le privé ne peut pas mener tout seul, donc la France a cette particularité d'avoir des outils comme donc ces établissements publics, ces opérations d'intérêt national qui, quelque part, au niveau de l'aménagement, vont rendre ce service de remettre en état la ville, de remettre sur le marché un certain nombre d'opportunités qui vont permettre au tissu économique, au tissu d'offres publiques également, de se régénérer, de faire des offres. Donc là, on a un exemple avec cet hôpital qui se construit et qui n'était pas programmé au départ, donc lié au regroupement de ces deux hôpitaux. Alors, je développerai aussi tout à l'heure sur un montage qui est très particulier, donc qui est un montage, il est porté par une fondation privée d'intérêt collectif, qui est donc la fondation Ambroise Paré, qui elle-même, donc c'est un projet à un peu plus de 250 millions d'euros, qui est un montage privé, mais avec, je pense que vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi de cela, avec une subvention d'équilibre sur le fonctionnement de l'hôpital,
qui a été capitalisé, donc apporté par l'assistance publique, par l'ARS, pardon, et qui est capitalisé donc dans le montage. Et le complément a été fait par les fonds propres de la fondation et un prêt bancaire pour l'ensemble. Donc là, on a un exemple d'un, bon, si je puis dire, d'un montage public-privé qui est intéressant et qui va réaliser cet hôpital. Alors cet hôpital sur Euroméditerranée, évidemment, il va avoir un effet. Bon, il avait un enjeu qui était de rééquilibrer la carte sanitaire entre le nord et le sud. Il va avoir un effet d'entraînement également sur tout un tissu d'activités qui n'était pas prévu au départ, puisque s'installe à côté une école d'infirmières, donc avec un centre de formation, des logements pour le personnel hospitalier qui sont des montages privés aussi, et donc toute une économie, un peu comme autour de la Timone, où vous avez su créer une pépinière, une grappe d'activités économiques de gens qui vont concevoir des prothèses ou de l'innovation et de la recherche autour de ça, et c'est un enjeu important. Alors cet hôpital aussi, il a un intérêt important, c'est qu'il s'illustre un peu comme vous le faites aussi à la paix, comme il s'appelle Euroméditerranée, comme nous, un des enjeux aussi de cette opération Euroméditerranée, c'est le rayonnement de la métropole marseillaise au cœur de la Méditerranée. C'est-à-dire de dire notre spécificité, nous on n'est pas des Lyonnais, notre spécificité c'est d'être une grande métropole méditerranéenne. Donc de ce point de vue-là, nous avons une responsabilité qui est d'échanger avec les pays de la rive sud et de la rive est de la Méditerranée, en particulier dans le domaine de la santé. Donc effectivement, si on veut construire, faire que cette Méditerranée se développe, eh bien, il y a des solidarités à développer, et en particulier en matière médicale. Ambroise Paré s'inscrit aussi dans cette logique d'échange qui se décline aussi au niveau de la politique culturelle. Donc là, on va trouver aussi sur Euroméditerranée un certain nombre d'équipements culturels majeurs qui ont aussi une place à jouer dans ces échanges avec la Méditerranée, mais aussi qui ont aussi un rôle d'attractivité de notre territoire. C'est-à-dire que pour redévelopper une ville actuellement, pour attirer des cadres, pour attirer des populations nouvelles, l'offre culturelle est un élément fondateur de cette attractivité du territoire. Donc de ce point de vue-là, je peux dire que ce périmètre de l'OIN, de l'opération d'intérêt national, a été gâté. Monsieur Chichet disait que j'étais effectivement un privilégié. C'est vrai qu'on a été gâté puisqu'on a été un espace capable pour accueillir de nouveaux équipements, générer des nouveaux projets, et dont l'illustration est la suivante. Par exemple, ce silo à grains du port, qui était le silo d'Arinque, donc qui a été livré en 1920 et arrêté dans les années 70, donc qui était une friche qui devait être démolie. Il y a eu un débat sur, effectivement, doit-on garder cet équipement, doit-on le démolir? Et l'idée est venue conjointement, et ça c'est Euroméditerranée et le port qui ont travaillé ensemble, se dire, avant de le démolir, et si on faisait un appel à projet vis-à-vis du marché, des opérateurs, pour voir s'il y a un projet qui permet de sauver ce silo. Bon. Il y a eu différents projets qui ont répondu. Il y en a qui ont répondu avec un silo de parking, d'autres avec un hôtel 2 étoiles. Il y a eu un peu de tout. Et là, finalement, ce qui a été choisi, c'est un projet public-privé qui montre bien que parfois, ce mariage peut être intéressant. Alors, quel est-il ? Donc, une société d'économie mixte, filiale, donc Ville de Marseille et Caisse d'épargne, qui s'appelle la Sogima. Donc pour les professeurs de droit dans le régime des sociétés d'économie, c'est de 31, je crois, c'est-à-dire où la part privée était majoritaire par rapport encore à la part publique, a répondu avec un projet mixte. Une partie bureau, qui se trouve ici dans la partie sud du silo, donc des bureaux absolument splendides, puisqu'on domine le port, la mer, etc., qui permettent en gros d'apporter une économie au projet sur quand même un bâtiment qui est quand même très, très imposant.
et une partie salle de spectacle qui se trouve dans la partie nord, ici dans les 2/3 de la partie nord. Alors ces photos sont déjà un peu anciennes puisque la salle a été livrée, inaugurée donc il y a quelques semaines. Elle est magnifique, je vous incite à la voir, qui elle a été financée dans le cadre de crédits culturels de la ville de Marseille. C'est une salle de concert de 2000 places. Voilà. Donc cet ensemble, à la fois avec une société d'économie mixte, donc à mi-chemin entre le public et le privé, un montage mixte privé, 100% privé, puisque c'est un investisseur qui est la Caisse d'épargne, la CEPAC, pour la partie bureau, et un montage public, donc dans le cadre de crédits culturels, pour la salle de concert, a permis de sauver ce silo, d'en faire une architecture très emblématique de l'architecture industrialo-portuaire marseillaise, et donc en même temps répond à un souci d'équipement culturel et apporte aussi de la vie à ce périmètre le soir. Donc cette vie qui va être complétée par l'installation d'un petit théâtre sous la place de la Méditerranée en face, le multiplex de cinéma et d'autres, puisque pour faire un quartier de ville, il faut aussi qu'à partir de 5h ou 6h du soir, lorsque les bureaux se vident, il faut que ce quartier aussi vive. Alors, un équipement majeur aussi, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui s'installe sur le site dit du J4, à l'entrée du Vieux-Port. Donc, équipement dont le voisin sera le centre régional de la Méditerranée aussi, donc qui se développe à côté, projet porté par la région. Donc là, on a bien des équipements avec un symbole extrêmement fort du souhait de Marseille d'échanger avec la Méditerranée. Autre équipement culturel majeur aussi, le Fonds régional d'art contemporain, dessiné par un architecte japonais très talentueux qui s'appelle Kengo Kuma, porté par la région, qui sera dans le quartier de la Joliette. Alors, je vais revenir sur ces équipements culturels après avoir vu les photos. On va peut-être s'arrêter quelques minutes là-dessus, on verra les photos. Alors, ces équipements, pourquoi Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée? Alors là, ça a été un montage assez compliqué, qui a consisté à essayer c'était fléché dans les objectifs de l'opération Méditerranée de dire une grande opération portée par l'État. Et je reviendrai sur pourquoi l'État a souhaité porter cette opération et s'investir à Marseille, doit avoir aussi un musée d'État. Marseille n'avait pas de grand musée, je dirais, de niveau international. Et donc pour cela, ça a été un long combat de plus de 12 ans, puisqu'il a vécu plusieurs présidents de la République et plusieurs ministres de la Culture. Il a été au départ initié par Madame Tasca. C'est donc d'obtenir que l'État délocalise un musée d'État à Marseille. Donc, le musée qui a été choisi, c'était le musée des arts et traditions populaires de Boulogne, où en gros l'État voulait fermer ce musée, quoi. On va vous la faire courte. Nous on a dit on le prend quand même. Comme ça permet de flécher déjà ces crédits qui étaient un musée d'État sur Marseille. Bon, et après ça a été un long combat de dire ce musée qui est quand même plus dédié aux armoires normandes et aux traditions bretonnes. S'il vient à Marseille, il faut qu'il soit un musée méditerranéen aussi, c'est-à-dire des civilisations européennes et méditerranéennes. Donc ce virage a été pris, ce musée se fait, les crédits sont là, et ça sera un musée des civilisations, c'est-à-dire plus dédié à des expositions événementielles et sur les thèmes de société que partagent les sociétés méditerranéennes ensemble. Il s'inscrit totalement dans la perspective de Marseille, capitale européenne de la culture 2013. Ce bâtiment sera terminé fin 2012. Il est signé par Rudy Ricciotti, donc Grand Prix national d'architecture d'il y a 2 ans. Et ça sera un équipement majeur aussi des relations avec la Méditerranée. Donc voilà aussi un exemple. Alors là, on est sur un montage 100% public, puisque le tour de table est majoritairement État et associé aux collectivités. Il a permis aussi de rénover totalement le Fort Saint-Jean, qui sera aussi ouvert au public dans ce cadre-là. Donc voilà une vision aussi des aménagements qui seront réalisés autour de ce musée, en particulier une darse, puisque donc, ces bâtiments seront baignés dans l'eau.
Et le bâtiment du Centre régional de la Méditerranée aussi va avoir de l'eau qui va venir devant. Ces travaux sont en cours. Voilà quelques photos qui vous montrent l'évolution du site, hein, avec l'abondance des chantiers qui, effectivement, dans une contrainte de temps et d'espace énorme, qui doivent être terminés pour 2013. Ça, c'était l'état du site et son évolution depuis 2 ans maintenant, avec donc cette abondance de chantiers qui doivent être terminés dans un délai extrêmement court. L'ensemble également du boulevard, après la démolition de l'autoroute, hein, dont vous vous souvenez, qui passait près des voûtes de la Major. On voit ici les travaux de démolition de l'autoroute. Et nous sommes en train de réaliser actuellement ce boulevard. Le parvis de la Major aussi, qui doit être complètement réaménagé pour en faire un belvédère sur l'entrée du port, avec des commerces qui vont s'installer sous les voûtes de la Major, avec un grand escalier qui permettra de descendre sur l'espace. Bon, voilà une vue des boutiques qui prendront place à la place des chais, puisque les voûtes de la Major étaient également des entrepôts portuaires, abritaient des chais de vin. Hein. Un bâtiment signé par Fernand Pouillant, qui était la consigne sanitaire, qui accueillait les passagers en quarantaine, donc qui débarquaient par le port, qui était une friche, hein, pendant longtemps. Il y a eu un débat aussi sur faut-il la garder ou faut-il la démolir. Donc là, encore une fois, montage public-privé, intéressant, petite opération, mais très intéressante. Comment l'établissement public a procédé sur cette affaire-là? Eh bien, encore une fois, donc c'est un bâtiment qui appartenait à l'État, hein, donc géré par l'ARS, hein, puisqu'il était dans ce domaine-là. Il était juste à l'entrée du tunnel. Tout le monde disait il faut démolir ce truc, c'est squatté, c'est immonde, etc. On a dit écoutez, avant de démolir, donc un certain nombre d'architectes ont dit touchez pas, c'est Fernand Pouillon, c'est sacré, touchez pas à cette grande œuvre. Bon, donc nous, établissement public, dans notre rôle un peu d'ensemblier de ce morceau de ville, on a dit écoutez, c'est simple. On va faire un petit appel à projet. Donc tous les gens qui ont des projets sur ce bâtiment, on vous appelle à visiter tel jour, telle heure. Donc on est allé visiter dans les crottes d'Ora, les déchets, enfin c'était absolument immonde. Et donc les gens qui étaient intéressés, au final c'est la fondation Regard de Provence, c'est une fondation privée qui une collection de peintres provençaux donc exceptionnelle, qui est dans la mouvance de la famille de Pierre Bellon, le président de Sodexo, qui a dit moi ça m'intéresse pour le siège de la fondation et pour y exposer donc mes différentes expos, etc. Donc il n'y avait pas d'autres candidats, donc nous avons racheté ce bâtiment pour le franc symbolique auprès de l'ARS, bien contente de s'en débarrasser, et nous avons cédé ce bâtiment à la fondation aussi, donc dans des conditions exceptionnelles, compte tenu du fait que la fondation prenait à sa charge la totalité de la rénovation de ce bâtiment et son ouverture au public. Donc voilà encore une fois un exemple de ces frontières et sur le rôle d'un acteur public par rapport à un acteur privé. Ça, c'est le Fort Saint-Jean. Donc là, c'est la terrasse du Fort Saint-Jean qui sera ouverte au public en 2013 avec un projet paysager qui s'intègre aussi totalement dans le projet de musée. Là, autre exemple aussi d'action, le secteur de la Saint-Charles avec la porte d'Aix, sur laquelle l'autoroute a été reculée pour créer un grand parc d'1 hectare et ensuite favoriser l'installation. Alors, l'extension d'Euroméditerranée va se développer dans cette partie nord, donc en rose sur cette photo. Ça, c'était le périmètre d'origine, la rue de la République, la gare Saint-Charles, la Belle de Mai. Donc, c'est un site qui est extrêmement industriel pour l'instant, quand il y a de l'activité, très occupé par des emprises ferroviaires. C'est un des sites les plus paupérisés de Marseille, en particulier ce secteur-là. Donc l'un des enjeux sur ce territoire, c'est aussi d'y développer un morceau de ville très important autour d'un grand parc de 14 hectares qui viendra structurer l'espace
et gérer aussi d'importants problèmes d'hydraulique sur le ruisseau des Arnavaux, de développer 14 000 logements agréables dans ce secteur-là, donc autour de ce parc. Donc ces logements sont des logements donc, qui s'inscrivent dans la perspective du Grenelle, c'est-à-dire puisque nous avons été labellisés éco-cités, de construire également, de valoriser cet espace par une corniche qui viendra donc construire une sorte de front de mer au-dessus du port et valoriser les vues qui sont très intéressantes dans ce secteur. Donc on voit que l'enjeu, ça sera effectivement l'autoroute qui passe en passerelle actuellement. C'est petit à petit de l'encapsuler dans une sorte comme un paravalanche dans les routes de montagne, de façon à avoir ici un paysage urbain qui sera, là on est au-dessus des faisceaux ferroviaires d'Arinque, d'avoir un paysage urbain beaucoup plus valorisant que ce qu'il est actuellement. Donc les voitures continueront à passer dessous et bénéficier de ce grand paysage. On voit ici la tour CMA CGM. Donc ce parc qui sera un parc inondable, qui pourra gérer les problèmes de crues centenales qu'on a parfois à Marseille, pour ceux qui s'en souviennent, en 2003 en particulier. Et donc, avec un lit de rivière qui coulera en permanence, qui sera le ruisseau des Égalades, avec en crue centenale donc, la possibilité d'inonder ce parc pour traiter ces problèmes de crues et permettre de développer le paysage. La desserte de transport en commun sera un élément fondateur également de ce plan d'aménagement, avec le prolongement du métro à Capitaine Gèze, qui sera opérationnel dès fin 2014, début 2015. Voilà quels sont les principaux enjeux. Alors, rapidement, après ces illustrations, peut-être, avant peut-être de susciter les questions, essayer de revenir un peu sur le rôle de notre mission et à quoi ça sert tout ça et comment, effectivement, on s'articule entre le public et le privé. Donc, encore une fois, un des enjeux de cette mission de l'établissement public, c'est donc à partir de cette, en refabriquant un morceau de ville, en refabriquant le développement de Marseille sur Marseille, c'est évidemment de répondre à des enjeux politiques, de politique économique, de développement économique, de politique sociale, et effectivement tout simplement aussi d'avenir de cette partie de la métropole. Alors, en quoi ce projet est politique ? Eh bien, il est, comme vous l'avez vu, il est issu déjà d'une réflexion politique qui a été initiée à la fin des années 80, début des années 90, à partir du déclin de cette ville de Marseille, donc long déclin à la suite, on ne va pas épiloguer sur l'histoire, la décolonisation, le choix aussi de cette ville donc qui a généré beaucoup d'industries, beaucoup d'activités, plutôt d'externaliser ces industries, ces activités, confère la décision en 1966 d'accompagner le développement du port plutôt dans la zone de Fos, l'aménagement des rives de l'étang de Berre. Le choix aussi politique de Gaston Defferre à l'époque de ne pas adhérer à la création d'une communauté urbaine pour des raisons éminemment politiques, puisque tout simplement donc il perdait le pouvoir, puisque donc la ville était ceinturée de majorité politique communiste. Donc ça a été aussi un choix qu'a partagé d'ailleurs l'équipe, le gouvernement du général de Gaulle à l'époque. Donc c'était une responsabilité un peu solidaire. Donc l'ensemble de ces éléments ont un petit peu inscrit la ville de Marseille dans une période de déclin. De déclin de ses activités de son port, de déclin aussi de cette ville-centre qui avait à supporter donc les charges très lourdes d'une ville-centre. En particulier, vous en êtes l'illustration, c'est-à-dire que l'offre hospitalière que doit offrir une grande métropole ne s'adresse pas simplement aux Marseillais. Vous allez effectivement vous adresser à une population beaucoup plus large. Or, il faut en supporter
donc les coûts pratiquement en totalité. Alors c'est pareil au niveau des équipements universitaires, des stades, etc., etc. Donc quelque part, cette absence de capacité aussi de cette ville, contrairement à Lyon, qui a fait sa communauté urbaine en 66, qui a créé ensuite le Grand Lyon, donc cette approche métropolitaine, hein, vous avez tous suivi les débats sur métropole, pas métropole, a inscrit le déclin de Marseille. Donc à partir de là, les édiles comme Robert Vigouroux, Jean-Claude Gaudin, qui était président de la région à l'époque, ont élaboré ce projet à partir de réflexions de l'agence d'urbanisme en disant comment on peut essayer de lutter contre ça, contre la paupérisation du centre-ville, contre le chômage, 30% de taux de chômage en 1995 dans ces quartiers, 30%, c'est-à-dire des niveaux de la Seine-Saint-Denis, des critères sociaux également très, très, très alarmistes, hein, 50% des gens en dessous du seuil de pauvreté dans le centre-ville de Marseille, ce qui était assez exceptionnel. Eh bien, ils ont élaboré ce projet qui était donc fondé sur le redéveloppement du centre-ville, d'une offre attractive de logements neufs, d'une offre attractive de bureaux, d'équipements sociaux, puisque nous avons déjà construit 3 groupes scolaires, un collège. Il y a aussi donc un projet de déménagement d'un lycée qui est en cours. Il y a une école de commerce qui se construit à Saint-Charles. Donc la question de la formation est une question qui est essentielle. Donc redévelopper l'économie, redévelopper l'emploi, les équipements sociaux qui manquaient à ces quartiers, une politique également de création de logements sociaux. Par exemple, sur la rue de la République, donc, qui était 5000 logements, dont 2500 vacants. 2500 vacants, c'est une des plus grandes friches urbaines en centre-ville de France. Nous avons contractualisé avec les propriétaires privés de faire plus de 500 logements sociaux, donc, qui sont construits dans ces immeubles haussmanniens. Et donc, au total, on en est presque à près de 1000 logements sociaux qui ont été créés dans cet espace-là. Donc, toujours ce souci d'avoir non pas simplement dire on fait la défense les pieds dans l'eau, mais on fait un morceau de ville équilibré avec une offre donc de logements, d'équipements et de bureaux. Donc ça, c'était le projet à l'époque. Pour cela, l'enjeu était tellement fort en matière de financement qu'ils sont allés trouver le gouvernement Balladur à l'époque pour dire il faut que l'État nous aide dans ce développement-là, d'où cette création d'un établissement public. Donc industriel et commercial. Donc le professeur Linette en a parlé excellemment. Donc c'est sur le modèle de ce qui a été fait pour les villes nouvelles à l'époque, hein, avec la suite des plans de l'ouvrier sous De Gaulle, puis l'établissement public de la Défense. Donc on a été le premier établissement public, la première opération d'intérêt national créée depuis l'époque des villes nouvelles, donc en 1995. Depuis, d'autres villes nous ont suivis. Nice a créé récemment son opération d'intérêt national sur la plaine du Var. Maintenant, donc, Bordeaux aussi a créé, Saint-Étienne. Il y a aussi d'autres réflexions dans d'autres métropoles en dehors de la région parisienne. Donc cet outil qui réunit, comme je l'ai dit, l'État et les collectivités, a un rôle, petit 1, d'aménageur. Donc un aménageur, quelque part. Alors, on n'est pas, sur le plan organique, nous ne sommes pas un opérateur de l'État. Nous sommes un établissement public industriel et commercial, au même titre que le port. Le port, c'est aussi un établissement public industriel et commercial. Donc, nous n'avons pas véritablement de mission de service public. Mais quelque part, donc avec les enjeux que l'on porte, on a une mission de service public qui est de réaménager un morceau de ville complet. Sauf que, aussi, nous avons choisi, par exemple, comme les opérateurs de l'État, nous sommes soumis aux critères de la LOLF. Nous sommes soumis, bien que nous n'y soyons pas soumis, nous nous imposons aussi les critères de la RGPP. Par exemple, lorsqu'on dit dans la RGPP où il faut que vous diminuez vos budgets d'intervention et vos budgets de fonctionnement de l'ordre de 15% d'ici 2013, eh bien, cette loi s'applique aussi à nous. Alors, on essaye d'être intelligent, c'est-à-dire de dire, nous, on a Marseille 2013 à finir. C'est-à-dire, je ne peux pas
diminuer mes budgets d'investissement de 15% d'ici 2013, parce que sinon, on ne sera pas prêt pour 2013. Donc, en revanche, chaque fois que je peux couper et répondre à ces objectifs sur les frais de fonctionnement, sur les frais qui n'ont pas une incidence directe sur la réalisation des travaux, je le fais. Nous sommes soumis aussi à la comptabilité publique, alors que ce n'est pas obligatoire. Les établissements publics ne sont pas forcément soumis à la comptabilité publique. Donc nous avons un agent comptable public. Nous avons opté également pour le Code des marchés publics. Ce n'est pas obligatoire. Nous avons opté pour le Code des marchés publics. Donc nous avons une administration, nous sommes une petite équipe, une cinquantaine, mais avec un poids administratif très lourd, puisque nous avons toutes les contraintes d'un opérateur public. En revanche, nous avons une certaine souplesse. Par exemple, nous n'avons pas de budget limitatif. Évidemment, quand on réalise des travaux, on ne peut pas avoir des budgets limitatifs, sinon on n'y arrivera jamais. Nous avons aussi la liberté, et c'est un levier qui doit être de plus important, de travailler sur nos recettes commerciales. Donc on est bien sur le marché. Quand j'achète des terrains, alors je suis soumis aux règles publiques, par exemple sur le code de l'expropriation. Donc la ville ou la communauté urbaine m'ont délégué la possibilité d'exproprier, justement pour remembrer des terrains, dessiner des voiries, donc sous ce rôle d'aménageur. Donc j'ai cette capacité-là, donc ils m'ont délégué là, un rôle, une prérogative de puissance publique, totalement. Mais effectivement très encadré par mon conseil d'administration. C'est-à-dire que le conseil d'administration me donne un mandat pour exercer ces prérogatives de puissance publique, effectivement, avec certains cliquets, la nécessité de rendre compte, comme on l'expliquait tout à l'heure. Je suis soumis aussi à l'avis préalable d'un contrôleur général, donc qui est un fonctionnaire donc, du ministère de Bercy, qui m'autorise, en fonction de certains seuils, donc à signer des expropriations, acheter des terrains, vendre des terrains, etc. Donc tout ça est quand même très encadré, mais quelque part j'ai cette mission de prérogative de puissance publique. Donc à partir de cette matière foncière, de ce foncier que l'on achète, évidemment on me demande d'optimiser les recettes commerciales. Dans le modèle économique d'Euroméditerranée 1, en gros, notre feuille de route, notre protocole, puisque nous avons un protocole financier avec l'ensemble des partenaires, c'était d'investir 750 millions d'euros. De tous ces travaux, l'enfouissement de l'autoroute, le J4, la gare Saint-Charles, on a participé, on a payé 15% de la gare TGV de Saint-Charles pour équilibrer le projet. On a fait tous les aménagements autour. Donc, comme vous le voyez, nous sommes parfois financeurs. La gare Saint-Charles, ce n'est pas nous qui l'avons faite, c'est la SNCF. Mais on a participé à 15%, comme aux côtés des collectivités. Parfois, nous allons plus loin, c'est-à-dire que nous faisons toutes les études et nous sommes cofinanceurs. Par exemple, l'enfouissement de l'autoroute à la Joliette, c'est la communauté urbaine qui l'a réalisé parce qu'il faut des services techniques conséquents. Mais on a fait toutes les études amont des tracés et nous avons apporté pratiquement 40% des financements total de l'enfouissement de l'autoroute. Bon. Et puis, à l'opposé, nous sommes maîtres d'ouvrage à 100%. Lorsque nous sommes en ZAC, aménageurs de ZAC, ou que nous réalisons des travaux d'espace public, ou parfois même, et c'est une exception, nous réalisons sous maîtrise d'ouvrage de l'établissement public des parkings. Par exemple, lorsqu'une collectivité est défaillante, ça a été le cas entre la création de la communauté urbaine, entre le passage entre la ville de Marseille et la communauté urbaine, le programme des équipements publics de la ZAC, c'est-à-dire les obligations des collectivités au droit de l'aménageur, qui était de réaliser des équipements, était de réaliser des écoles, des parkings, etc. Il n'y en a qu'un qui s'est réalisé. Le deuxième, moi j'avais déjà vendu à des investisseurs allemands qui avaient construit leurs immeubles sous la promesse qu'il y a un parking public. Quand vous avez des investisseurs allemands en face, si vous ne tenez pas vos engagements dès le début, vous pouvez être sûr que vous êtes rayé de la carte au niveau justement de ces investisseurs privés. Donc, je dis cette situation ne peut pas durer. Donc, nous avons réalisé le parking, nous avons conventionné avec la communauté urbaine
une subvention d'équilibre et nous avons remis ensuite ce parking à la communauté urbaine. Donc on a aussi la capacité, c'est toute la souplesse d'un établissement public, de se substituer parfois donc à un opérateur public qui devait réaliser un équipement. Nous avons aussi donc cette responsabilité. Donc sur ce modèle, 750 millions d'euros investis. Donc là, nous allons y arriver. On est presque à la fin de ce programme. Et 250 millions de recettes commerciales. C'est-à-dire qu'en gros, la subvention d'équilibre de l'ensemble des partenaires, c'est 500 millions. Dans l'extension d'Euroméditerranée, on est sur un modèle où le levier privé sur public va être beaucoup plus fort. C'est-à-dire que là, on doit, au lieu d'être 70-30, on doit passer à 70-30, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que nos recettes commerciales doivent dépasser 70% du montant total des budgets d'investissement. Donc un levier très important. Alors comment c'est possible ? D'abord parce que l'opération a 15 ans d'âge, elle est reconnue, que les investisseurs nous connaissent et donc viennent nous voir. Ensuite, on n'aura pas à payer une deuxième fois une gare TGV, on n'aura pas à démolir une autre fois une autoroute, en dehors des travaux que je vous ai montrés. Et on a négocié avec les collectivités et l'État, par protocole, toutes les opérations qui sont de la responsabilité de l'établissement public, donc là, le bilan, de celles qui étaient prises en charge totalement par les puissances publiques. Par exemple, le métro, donc, qui est indispensable, c'est la communauté urbaine qui le finance avec l'aide de l'État aussi, n'est pas dans le bilan de l'établissement public. Donc tout ceci a été réglé. Mais donc vous voyez bien que là, je passe encore un peu plus dans une sphère privée, puisque un des rôles importants pour nous, ça va être d'aller chercher les investisseurs, chercher les promoteurs pour construire tous ces logements, construire ces immeubles de bureaux, pour équilibrer les comptes de l'ensemble des partenaires publics. Alors, pour terminer rapidement, avant d'ouvrir la question, au niveau des montages, j'ai illustré rapidement la palette de montages auxquels on pouvait faire appel en matière de public-privé. Donc déjà, public-privé, en tant qu'aménageur et au cœur de ça, vous avez compris que j'étais à la fois privé, à la fois public, mais dans le cadre de mandats très clairement définis par mon conseil d'administration. C'est un peu, le professeur parlait de la question de cahier des charges. Donc la question du cahier des charges, du mandat, effectivement, est une question essentielle. En même temps, il y a cette souplesse. Par exemple, le parking. Théoriquement, on me dit, vous ne faites pas de superstructure ou d'infrastructure, vous êtes espace public aménageur. Bon, là, dans ces cas-là, on m'a donné mandat de dire, faites-le, et puis donc on passe. Donc il y a aussi cette souplesse. Donc ce rôle d'aménageur est forcément à la frontière entre le public et le privé, des prérogatives de puissance publique et des prérogatives privées. Deuxièmement, sur les différents montages. Vous avez des montages qui sont des montages 100% privés. J'achète un terrain, j'exproprie, je le remembre, je le dépollue, je le vends à un promoteur ou un groupement d'investisseurs. Là, je suis dans une relation commerciale de marché. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Par exemple, on me dit il faut que vous fassiez des logements sociaux. Bon. Dans votre programme équilibré, vous devez faire 20-30% de logements sociaux par rapport à tous les logements neufs que vous produisez. Pour faire des logements sociaux, ça veut dire que dans mes comptes, je vais dire la charge foncière, c'est-à-dire le prix en gros du mètre carré que je vais... moi, je ne vends pas des terrains, je vends des charges foncières. La nuance, c'est quoi ? C'est que quand je vends un terrain à quelqu'un, je vous vends un terrain, vous pouvez faire des bureaux, des commerces, un garage, ce que vous voulez. Si je vends des charges foncières, je vends un terrain que vous fassiez des logements. Bon. Et des logements de telle catégorie. Donc, la charge foncière que j'applique pour faire des logements sociaux, elle est moins chère que la charge foncière qui est dévolue au logement libre. Donc là, quelque part aussi, je suis à la frontière entre un rôle de planification publique et donc un rôle purement privé qui consisterait à mettre en concurrence pour un tel terrain et le vendre au plus offrant. Il m'arrive aussi, par exemple, de faire des pondérations pour dire sur tel immeuble, la charge foncière que je vais pratiquer, elle doit vous permettre, vous promoteurs,
de livrer des logements qui vont rester en deçà d'un seuil de prix de sortie. Pourquoi ? Parce que l'enjeu, pour moi, c'est d'avoir un équilibre entre une population de primo-accédants, c'est-à-dire des gens qui peuvent acheter un logement sur Euroméditerranée, parce que je veux des jeunes couples, je veux des gens qui vont travailler à l'hôpital et qui ont besoin de se loger à côté, et non pas simplement laisser éclater une bulle spéculative où ensuite on sort du marché et on a un produit qui est complètement déséquilibré. Si on laissait faire, par exemple, en ce moment, on n'aurait que des logements étudiants. Pourquoi ? Parce que c'est un produit aidé, c'est un produit vendu à investisseurs, etc. Et après, vous fabriquez une ville qui, dans le futur, une fois que tout ça est sorti de bail, vous fabriquez une ville de logements paupérisés, de marchands de sommeil, sur lequel on a eu à travailler. Donc voilà, vous voyez cette frontière. Alors ensuite, sur les montages, vous avez des montages mixtes, le silo. Un morceau de privé, un morceau de public, vous permet de sauver un bâtiment public dans le cadre d'un contrat public. Pourquoi ? Parce que le silo reste propriété du port. Donc le silo, le foncier du silo, la coque, a été mis à disposition de ces opérateurs dans le cadre de ce qu'on appelle une AOT, donc une autorisation d'occupation temporaire. Alors, elle n'est pas si temporaire de ça, puisqu'elle est de 50 ans, à l'hypothèse pour le silo, ou sur les terrasses du port, pareil. Donc là, qui est un projet 100% privé, 450 millions d'euros quand même, dans le cadre d'une AOT de 70 ans, avec des subtilités pas très simples, c'est-à-dire comment peut-on, dans le cadre d'AOT, constituer des droits réels pour les locataires commerçants. C'est-à-dire, comme l'a dit fort bien le professeur, la puissance publique peut toujours dire aux terrasses du port un jour, vous dégagez. Par exemple, je ne l'espère pas, mais il y a une vague de réfugiés qui arrive du sud de la Méditerranée parce qu'il y a une catastrophe au sud. Le port a besoin d'espace pour accueillir ces réfugiés ou parce qu'il y a une guerre ou que sais-je. Bon, le port a la capacité de dire aux terrasses du port, vous dégagez. Bon, donc à ce moment-là, ça se traite, comme l'a dit le professeur, par un processus d'indemnisation des locataires commerçants. Mais toujours est-il que ça interdit le fait, par exemple, de faire des baux dites décrets de 53, c'est-à-dire des locataires commerçants classiques qui ont donc ce qu'on appelle un droit au bail, la possibilité de valoriser le fonds de commerce, etc. Donc ça implique des baux commerciaux qui ont une nature particulière. Autre exemple de montage public privé aussi, les réserves du MUSEM. Donc le ministère de la Culture réhabilite le Fort Saint-Jean, construit le bâtiment dit Ricciotti qui se construit sur le J4, qui est un financement 100% public. En revanche, le bâtiment dit des réserves ou du centre documentaire du MUSEM, pour tous les chercheurs qui veulent accéder aux collections, il se construit la Belle de Mai. Et celui-là, le ministère de la Culture a choisi de le faire dans le cadre d'un PPP, donc partenariat public-privé, si décrié en ce moment. Donc là, ça a été une application telle qu'il se fait parfois pour les prisons, pour certains exemples. Donc celui-là, il a été fait donc, dans le cadre de ce partenariat. Et c'est le groupe ICAD avec la Caisse des dépôts qui l'a remporté à la suite d'un dialogue compétitif, etc. etc. Donc il y a un encadrement juridique extrêmement précis pour ce genre de choses. Donc pour terminer cet exposé, vous voyez que notre rôle, établissement public, donc très, très français, je pense que dans le monde entier, des opérations d'aménagement comme les nôtres, en particulier dans les pays anglo-saxons, sont plutôt menées par les collectivités, mais qui ensuite détachent des morceaux de territoire à des groupements d'investisseurs privés qui émettent des obligations pour pouvoir réaménager ces espaces. Bon, nous, c'est bien donc une articulation entre différentes puissances publiques, État central et collectivités, et qui font appel à l'investissement privé avec un levier très fort, comme vous l'avez vu, pour redévelopper la ville. Donc un établissement avec une forme donc très particulière et très française, qui fait exception au droit européen, c'est-à-dire que contrairement aux sociétés d'économie mixte, nous ne sommes pas mis en concurrence sur notre propre territoire pour aménager, alors que le droit européen impose pour les sociétés économiques mixtes
un système de convention, donc elles doivent candidater et ensuite faire une offre. Voilà. Elles ne sont pas légitimes systématiquement à aménager leur territoire. C'est pour ça que les villes ont été obligées de développer ce qu'on appelle des SPL, hein, donc pour effectivement de plus être soumis à cette question de mise en concurrence. Nous, OIN, Opération d'intérêt national, nous n'avons pas, nous sommes légitimes à aménager notre territoire sans mise en concurrence. Donc, ce qui vous donne l'avantage de la vision, de la pérennité. C'est-à-dire que c'est un outil qui nous permet de voir à long terme et de planifier à long terme. Et en même temps, donc, ce rôle d'ensemblier que fait l'établissement public avec les partenaires des collectivités. Donc, c'est là où je terminerai sur le rôle fondamental de notre établissement public qui est la gouvernance. C'est-à-dire que ce genre d'outil ne fonctionne que si vous avez une gouvernance, et ça, j'y passe pratiquement 50% de mon temps, en dehors de l'opérationnel, c'est-à-dire de mettre d'accord tout le monde autour de la table, collectivité, État, et autour des projets, c'est-à-dire d'une démarche de projet. Je ne suis pas une institution à qui on donne un chèque en disant « tiens, amuse-toi à faire un morceau de Marseille », heureusement. Je suis là, effectivement, pour fabriquer du consensus autour d'une démarche de projet avec donc une gouvernance et qui va ensuite me permettre de réaliser ces objectifs en me déléguant une partie de leurs ressources. On retrouve un peu aussi des notions abordées tout à l'heure pour réaliser un projet politique et social et économique comme on l'avait développé. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement un peu sur comment on fonctionne et un peu à l'aune de ce qu'a expliqué le professeur. Voilà, si vous avez des questions, ça sera bien volontiers.